Salut. Du coup, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo pour parler du terrain. Donc là, je suis revenu aujourd'hui. Je vais passer du temps à dégager certains accès, etc. Euh, sur la partie culture, il y a moins de choses qui sont faites en ce moment. C'est surtout faire en sorte que tout pousse, en sachant que du coup, on n'a pas d'irrigation toujours. Et puis, bon, on subit tous un peu la canicule, donc très peu d'eau. On a eu un peu d'orage à la fin du mois de juin, mais mis à part ça, il a plu un petit peu, je crois, hier soir. Mais j'étais pas sur place, donc je ne sais pas. En tout cas, sur les relevés météo, ils indiquaient voilà, un passage orageux sur la commune. Donc très peu d'eau qui est tombée depuis début mai en fait, hein. Mais c'est encourageant. C'est encourageant parce que malgré ce très peu d'eau, il y a beaucoup de choses qui poussent. Donc je vais vous partager tout ça parce que ma tête c'est bien joli, mais ou c'est pas joli même, on s'en fout. Mais, en tout cas, voilà, ce qui est intéressant c'est de voir le terrain et on va l'étudier ensemble pour en tirer des conclusions. Donc la dernière fois qu'on s'est parlé, du coup, il y avait quasiment aucune végétation sur les terrassements. Il y en a qui ont vu peut-être une ou deux photos que j'ai postées de détails du terrassement, mais j'ai pas posté de choses qui permettent de voir vraiment les choses dans leur ensemble. Donc c'est un peu la découverte, donc je vais vous montrer ça de suite. Hop. Voilà, donc du coup je vais me mettre par là-bas, on verra un petit peu mieux. Hop. Donc on a le chemin d'accès qui est toujours sur le côté ici, qui est un peu plus enherbé, mais bon, on l'a fauché une fois, mais ça repousse un petit peu. Et encore à cet endroit, ça va, ça pousse pas trop. Donc il n'y a pas trop de travail d'entretien. On a toujours donc le premier talus ici. On avait la butte ici, et puis de l'autre côté avec le creux de la baissière, le terrassement, le talus, etc. Donc premier constat, ça a vachement bien poussé quoi. C'est vraiment cool, on va passer au travers juste après. Mais majorité des choses qui ont été semées ont poussé, en sachant qu'il y a certaines espèces qui ont mieux poussé que d'autres et qui du coup indiquent différentes choses. On verra ça après dans le détail. Avant de rentrer dans l'explicatif sur quelle plante et à quel endroit et sûrement pour quelle raison, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, le talus qui a une faible pente a pu être recouvert de végétation, la zone de terrassement également. C'est le cas aussi, hein, on ne le voit pas encore forcément trop ici, mais le terrassement ici et le terrassement du haut sont recouverts aussi de végétation. Donc ça c'est vraiment intéressant. On peut voir que sur ce talus là et sur ce talus là, il y a de la végétation aussi qui a commencé à bien repousser. Malgré les orages assez violents, les talus tiennent plutôt bien le coup. Il y a très peu de dégâts. Un petit peu par ici, on sent qu'il y a une petite croûte qui s'est créée, ou sur l'arête, on voit un petit peu d'ici. Voilà, il y a la paille qui a été retirée, la terre qui a un petit peu ruisselé, mais c'est très léger quoi, hein, par rapport à l'orage qu'on a eu au mois de juin. Moi je m'attendais vraiment à quelque chose de plus abîmé que ça quoi, hein. Donc je suis très content de voir que l'idée que j'avais, qui est au final de s'appuyer sur cette pente pour cultiver en plusieurs dimensions, parce que quand on cultive sur un champ, un potager, etc., souvent on cultive sur du plat, et du coup on cultive avec une certaine hauteur de captation de lumière. Là, le fait d'avoir des plants qui sont sur des pentes, ça va permettre au final de pouvoir capter plus de lumière et que les plants aient aussi plus d'espace pour se développer. Un plant qui est en bas va pouvoir monter, se développer, je sais pas, à 50 cm, mais peut-être que le plant qui est à côté, plutôt qu'il soit juste à côté à la même hauteur et du coup gêner le plant qui est son voisin, il est au-dessus et du coup va pouvoir se développer parce qu'il sera au-dessus du plant qui est à côté de lui. Donc du coup faire ça sur toute la hauteur du talus, ça va permettre en fait de multiplier la surface cultivée dans un sens. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi un des principes des micro-fermes, c'est réussir avec le moins d'espace possible à cultiver pardon, un maximum de choses.
Voilà, donc ça c'est le principe des talus. Et donc beaucoup de personnes m'ont dit il faudrait empierrer ces talus. Donc au départ, je me suis dit oui, peut-être qu'ils ont raison, tout ça, ça me paraît dangereux de laisser le talus comme ça, et peut-être que c'est risqué de le faire, etc. Je fais peut-être une bêtise. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin vraiment de l'empierrer ce talus. Parce que du coup, j'ai observé les talus de la région dans les travaux de BTP, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus pentus, qui ont beaucoup moins de végétation et qui ne sont pas empierrés, et qui tiennent le coup depuis plusieurs années. Donc je me suis dit, voilà, mon but c'est d'optimiser la surface de production. Si je vais empierrer, ça va faire des îlots de chaleur de par la pierre qui va dégager de la chaleur, et c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi je veux surtout créer des zones, des îlots de fraîcheur. Donc du coup, et cultiver sur plus d'espace. Donc du coup, voilà, je prends le risque, je cultive sur les talus. Donc pour le moment, ça marche pas mal. Là-bas, ça a plutôt couvert. Là, ça commence pas mal aussi. Sur les talus qui sont au-dessus, c'est un petit peu moins le cas. Il y a plus des petites plantes, des graminées, etc. Et on regardera après ici, c'est assez rigolo. Il y a une série de luzernes qui poussent au milieu. Je vous expliquerai pourquoi ça pousse à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est pour le principe des talus et le constat un peu général, le fait que on est vraiment sur quelque chose de très couvert. Donc l'avantage de tout ça, c'est que déjà ça permet d'avoir plus de biodiversité sur le terrain, parce que j'ai semé avec l'aide d'amis, de Solène, etc., pas mal de choses différentes. Donc ça va attirer pas mal d'insectes, et puis ça va pousser à des hauteurs différentes, et donc un peu comme pour le talus tout à l'heure, ça va permettre d'avoir certaines plantes qui font de l'ombre à d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'avantage ici là d'avoir tout ça de couvert, vraiment c'est créer un îlot de fraîcheur, faire en sorte que voilà, il y ait de l'ombre qui vienne sur le sol, qui avait été paillé, hein, on peut le voir encore. Hop. Il y a encore de la paille, etc. Du coup, ça va permettre d'abriter la biodiversité. Hop. Voilà. Et donc de faire en sorte qu'il y ait plus d'insectes pour décomposer ce qu'on appelle la matière organique. Donc toute la matière morte, etc. Il faut appeler des insectes, les faire venir sur le terrain pour pouvoir décomposer tout ça et avoir un sol qui soit plus riche après. Donc voilà, c'est vraiment le principe, essayer de couvrir un max avec le plus de diversité possible, donner à manger, garder de la fraîcheur, de l'humidité pour attirer les insectes qui ensuite vont se reproduire, vont mourir, vont faire des excréments qui vont nourrir d'autres insectes ou le sol qui ensuite nourriront les plantes. Donc on est un peu sur l'étape de départ. J'ai envie de dire que pour le moment c'est plutôt une réussite, je suis vraiment content. C'est vraiment chouette. Enfin, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça prenne comme ça, surtout avec les sécheresses qu'on a eues et qu'on a toujours d'ailleurs. Très peu d'eau. Mais il faut savoir que créer de la complexité végétale aussi comme ça permet aussi au ras du sol de capter la rosée. Et pourquoi c'est important de capter la rosée? Parce que la rosée, c'est de l'humidité qu'il y a dans l'air et qui en fait vient se déposer sur les plantes. Et du coup, la rosée, c'est une source d'irrigation qui est conséquente en fait quand on la prend en compte. Parce qu'il faut compter, alors si mes souvenirs sont bons, c'est entre 3 et 5 mm par jour de rosée qu'on peut récupérer. 3 et 5 mm, c'est l'équivalent d'une bonne pluie en fait. Donc si on arrive avec de la complexité végétale comme ça à venir capter la rosée, parce qu'il y a plus de fraîcheur, tout ça, en fait on arrive dans un sens à irriguer son terrain sans même utiliser d'eau, quoi. Donc c'est très important d'avoir ce genre de couvert parce que ça permet d'irriguer sans travail et sans pluie. Ça c'est une première chose qu'il faut prendre en compte pour les milieux un peu plus arides. Comment réussir à réintroduire de la rosée dans le système. Donc on peut voir, voilà, il y a des petits tournesols qui ont commencé à pousser, qui ont fleuri. Il y en a un autre un peu plus loin là-bas mais qui n'a pas encore fleuri. Donc au niveau des plantes qui sont apparues, déjà c'était intéressant de constater que c'était avant tout dans la baissière, donc le fossé, que les plantes ont commencé à pousser, ensuite sur la partie terrassée,
après sur les talus, la pente, et ensuite sur le petit, le petit tas de terre qui a été fait suite après que j'ai creusé la baissière. Donc pourquoi c'est passé dans ce sens? C'est avant tout, je pense, de par le fait qu'ici, étant donné qu'on était creusé, on gardait plus d'humidité, de par la proximité des parois et le couvert de paille, etc. Et donc en fait, en gardant cette humidité à une période où il n'y avait pas du tout d'eau, ça a permis au final aux graines de germer, parce que les graines ont besoin d'humidité, d'un certain niveau de chaleur et également d'oxygène. Donc du coup, voilà, ça crée un écosystème qui était assez favorable à la germination des graines. Donc elles ont commencé par cet endroit-là. Ensuite, effectivement, par ici, parce qu'il y avait la paille. Et voilà, c'est un sol qui était moins en pente, moins exposé, etc. Il y a aussi la proximité de ce magnifique chêne qui, du coup, permet d'avoir de l'ombre une partie de la matinée. Donc du coup, je pense que ça a pas mal joué aussi pour le départ de cette partie. C'est que ça crée de la fraîcheur et un peu d'humidité pendant les périodes sèches. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que entre cette partie-là et cette partie-là, on n'a pas du tout la même chose, quoi. C'est vraiment, et encore là, enfin, ça se distingue un peu moins qu'avant, mais en fait ça a commencé par pousser de ce côté, et je m'y attendais pas du tout. En fait c'est toute la partie au fond qui a commencé à pousser, et ensuite ça a commencé à pousser par là-bas. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris, je m'y attendais pas. Donc ce qui est intéressant de voir aussi, c'est de ce côté-là la diversité. Donc là franchement je vous laisse comparer un petit peu, je suis de ce côté-là. Si on regarde un petit peu le style de plante, les fleurs, etc., qu'est-ce qui a poussé? Bon, on voit qu'il y a très peu de fleurs, il y a essentiellement une plante qui a pris le dessus, et ensuite voilà, il y a un petit peu de cosmos, de sarrasin. Pardon, je tousse un petit peu, j'ai un reste de Covid il y a une semaine et demie, 2 semaines. Voilà, et quand on regarde de ce côté, c'est pas la même, quoi. Il y a vraiment beaucoup plus de végétation différente. Bon là peut-être ça se voit pas trop à la caméra, hein, mais en tout cas c'est vraiment beaucoup plus riche et il y a beaucoup plus de fleurs. Donc je vais vous parler un petit peu des différentes plantes que l'on peut trouver du coup sur ces talus. Donc au niveau des plantes qui sont présentes, je me suis mis par ici parce que ça permet d'en voir quelques-unes sur le côté. Mais quand on regarde avec une vue globale comme ça, on peut voir que c'est principalement la même chose. Donc on va se tourner là vers le talus et on va observer les 3 plantes qu'on retrouve principalement de ce côté-là. Donc il y a celle-ci qui est une graminée. Graminée, c'est la famille qu'on appelle poissée finalement. Donc c'est une Cetterglock. Alors je suis pas du tout expert des plantes, hein. Je vous dis ça tout de suite, hein. Je suis pas un dictionnaire qui reconnaît toutes les plantes. je suis un peu comme tout le monde, hein. J'essaye d'en apprendre un peu plus, de me sentir moins bête face au vivant, etc. Et c'est en cherchant que finalement on découvre. Et ça paraît monumental, tellement il y a de choses différentes à découvrir et à apprendre. Mais il faut commencer quelque part et ça me paraît vraiment important de connaître les plantes, quoi. Pour moi c'est vraiment la base et je regrette qu'on n'apprenne pas plus ça à l'école. Peut-être que ça va venir, à voir. En tout cas avec les fermes pédagogiques un peu comme la nôtre, j'espère que ça permettra de sensibiliser à tout ça. Donc la Cetterglock, comment j'ai fait pour savoir que c'était une Cetterglock? Tout simple, parce que c'est une plante à laquelle je suis pas habitué. Je l'ai prise en photo, j'ai utilisé l'application qui s'appelle PlanteNet et j'ai trouvé le nom Cetterglock. Voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc je suis pas du tout un expert, hein, au contraire. Il y en a pas mal que j'arrive à reconnaître maintenant quand même avec l'habitude. Mais c'est un bon moyen de, à chaque fois quand on va à un endroit, prendre des photos, regarder, et puis se poser des questions. Ah tiens, je suis en train de me promener, ou je suis dans ma voiture, je vois tel ou tel arbre, telle plante.
Bim, allez hop, qu'est-ce que c'est, et à chaque fois que je sais pas, je prends une photo, je regarde, etc. Et ça me paraît vraiment important, quoi. C'est des savoirs qui sont essentiels, quoi. De reconnaître les plantes, savoir comment les utiliser, qu'est-ce qu'elles indiquent, justement. On va y venir juste après, mais connaître les plantes, ça permet de les identifier, de comprendre le sol, comprendre plein de choses. Donc je vous encourage vraiment à apprendre à reconnaître les plantes avec l'application PlanteNet, qui n'est pas parfaite, hein, mais qui permet dans la majorité des cas de distinguer un petit peu à quelle plante on a affaire. Voilà, donc la Cetterglock, hop, je vais la remettre. Donc la Cetterglock, une graminée comme je disais, et puis du coup on a à côté, alors je vais revenir après dessus sur ce qu'on appelle la bioindication. On a aussi du sarrasin, bon il est un peu chaud là, hein, il est un peu flétri, du sarrasin avec des petites fleurs, voilà. Et à côté on a du cosmos, voilà. Donc du coup ça ce sont les trois plantes principales qui poussent sur ce talus. Sur ce terrassement aussi, et sur celui du dessus également. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant aussi quand on commence à travailler sur l'apprentissage de la reconnaissance des plantes, la compréhension des sols, etc. C'est ce qu'on appelle la bioindication. La bioindication, qu'est-ce que c'est ? C'est être capable d'identifier à partir des plantes qui poussent sur un terrain, sur un bout de jardin, sur 1 mètre carré même, hein, on peut essayer. Bon, après ça peut être un petit peu faussé de par la superficie, mais en tout cas voilà, c'est sur une surface, essayer d'identifier quelles sont les indications qui nous permettraient de comprendre mieux le sol dans cet endroit-là, comprendre aussi mieux le passé de ce terrain, comprendre vraiment, enfin il y a tout un tas de critères à prendre en compte quand on fait des cultures, et voir ce qui pousse de manière spontanée, c'est le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qu'on peut planter ou qu'est-ce qu'on ne peut pas planter dans ce sol, quelles sont les choses que l'on peut faire pour améliorer ce sol ou pas. Donc la bioindication, il y a des bouquins super par rapport à ça, des bouquins de Gérard Dussert qui permettent justement à partir de la plante d'identifier quels sont les critères qu'on peut découvrir sur ce terrain. Donc toutes les plantes qui sont vraiment présentes de manière anormale, en surplus par rapport à d'autres, on peut les noter, en tirer des pourcentages à peu près, et se dire ok, en fait je sais que mon terrain, par exemple, il y a trop d'eau. Ou par exemple il n'y a pas assez d'eau, ou par exemple c'est un terrain plutôt calcaire, ou c'est un terrain avec de l'acidité, ou c'est un terrain avec beaucoup de matière organique à l'intérieur, etc. 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 Un terrain avec du fer, un terrain qui manque de calcium, enfin il y a vraiment tout un tas de critères qu'on peut apprendre sur notre terrain en utilisant les plantes bio-indicatrices. Donc du coup, si on reprend le cas de la Cetterglock par exemple, qui pousse beaucoup ici, qu'est-ce qu'elle indique ? Donc selon ce que j'ai pu trouver aussi en recherche, donc encore une fois je ne connais pas tout par cœur, hein, et bien au contraire, et il ne faut pas s'arrêter justement au fait de dire ah ben non mais je ne connais pas, je ne peux pas. Il faut décomposer en étapes et découvrir. Donc moi par exemple ce que je fais, c'est qu'il y a plein de plantes que je ne connais pas encore. Je prends en photo, je vais sur PlanteNet, je découvre la plante, ensuite je vais utiliser les guides de Gérard Dussert, mais de façon simplifiée. Il y en a des versions condensées entre guillemets qui suffisent dans la plupart des cas parce qu'il y a beaucoup de plantes, donc beaucoup de bioindications. Donc je prends des versions simplifiées et à partir de la plante trouvée sur PlanteNet, paf, ça me permet d'aller voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et du coup à partir de là de mieux connaître mon sol, de mieux connaître son état, de mieux connaître l'écosystème dans lequel j'évolue, et donc de choisir un petit peu ce que je vais y faire en fonction de tout ça. C'est très important, je pense, de vraiment comprendre là où on est pour axer un petit peu son travail en fonction de ça. Et donc la Cetterglock, ce qu'elle permet d'identifier, en tout cas selon ce que j'ai pu voir sur internet, c'est un excès de matière organique dans le sol. Alors qu'est-ce que ça veut dire un excès de matière organique dans le sol ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matière qui a été enfouie dans le sol, donc ça peut être de la matière organique issue
par exemple de fumier, ce genre de choses, qui du coup finit par être incorporé dans le sol, de par le temps, les insectes, etc. Ça finit par faire partie du sol, mais ça peut être aussi, par exemple là, la paille, c'est de la matière organique. C'est de la matière organique que j'aurais envie d'appeler brute, quoi. Elle est comme ça à l'extérieur du sol, mais ensuite elle peut être associée au sol, quoi. Une fois qu'elle a été digérée, etc., elle va se retrouver dans le sol. Donc il y a certains organismes qui ont pour spécificité de décomposer la matière organique un petit peu épaisse, un peu solide comme ça, qui est à la surface, pour en faire des plus petits morceaux qui sont disponibles à d'autres organismes ensuite qui sont dans le sol. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la matière organique. Donc ça peut être des résidus de culture, ça peut être, je sais pas, dans la forêt, etc., des feuilles mortes, du bois, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre que dans ce sol, il y a un excès de matière organique. C'est pas du tout la première fois que je me rends compte de ça. Avant même les terrassements, etc., j'avais fait une étude bio-indicatrice et du coup, je m'étais rendu compte sur la majorité des plantes qu'elles indiquaient un excès de matière organique. Donc la matière organique, c'est super parce que ça permet plein de choses, notamment de stocker l'eau dans le sol, ça permet de nourrir les insectes, etc., qui permettront ensuite de nourrir les cultures. Donc c'est vraiment une chose incroyable que d'avoir de la matière organique dans le sol. En général, sur un sol agricole, on est autour de, je sais pas, 2% de matière organique dans le sol, sur des grandes cultures de blé, etc. Une ferme maraîchère vraiment diversifiée, qui a des pratiques agroécologiques et permaculturelles, par exemple, elle sera autour de 8% de matière organique, c'est énorme. Donc du coup, voilà, c'est très important d'avoir un taux de matière organique dans le sol qui est suffisamment élevé pour nourrir toute la biodiversité du sol, garder l'humidité, avoir un sol frais, décompacté, etc., quoi. Un excès de matière organique, on pourrait se dire génial, génial. Il y a trop de matière organique, il y a trop à manger pour les insectes et tout. C'est trop bien. Tout le monde est content d'avoir son frigo plein, entre guillemets. Non, en fait, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est-à-dire que ce sera bien le jour où ça pourra devenir accessible pour les plantes. Là, actuellement, s'il y a un excès de matière organique, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas accessible ou difficilement accessible aux plantes. Donc ça veut dire qu'il faut permettre de redévelopper la vie dans le sol. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est qu'il manque de la vie dans le sol pour rendre cette matière organique accessible aux plantes. Parce que s'il y avait les plantes se nourriraient de cette matière organique. Il y a les plantes, pardon. Mais si les plantes avaient accès à cette matière et pouvaient s'en nourrir, elles l'utiliseraient, elles la transformeraient, elles s'en nourriraient, etc. Et du coup, le taux de matière organique il serait utilisé d'une certaine façon. Et bien là, c'est pas le cas. Il manque un chaînon dans la maille qui fait que cette matière organique qui est présente dans le sol, et ça c'est super, et bien il manque un chaînon pour la rendre accessible aux plantes. Donc c'est probablement dû au fait que pendant un paquet d'années, ce terrain a été un terrain cultivé en grande culture, avec des tracteurs, etc., qui ont retourné le sol, fait du labour. Voilà, c'est des pratiques agricoles avec des pesticides. Donc depuis 2014, il n'y a rien eu de tout ça, mais on se rend compte que quand même, la vie dans le sol, elle en a pris un sacré coup et elle n'arrive pas à se remettre, quoi. Donc il va falloir, de par mes pratiques, si j'ai envie de développer mon sol et de favoriser la croissance des plantes, etc., le but ne va pas du tout être, comme on pourrait nécessiter de le faire parfois, de rajouter beaucoup de matière organique. Au contraire, c'est pas forcément ce qu'il faut que je fasse, parce que sinon ça va continuer à engorger, c'est pas du tout le but. Il va falloir que je réussisse à favoriser la vie dans le sol. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, la matière organique déjà présente pourra être utilisée par les plantes et du coup permettra aux plantes de mieux pousser. Et ça permettra aussi de rééquilibrer les plantes qui poussent de manière spontanée sur le terrain. Et donc, on aura moins de ces tergloques parce qu'il n'y aura plus d'excès de matière organique dans le sol. Voilà, donc ça c'était un premier aperçu un peu long, mais je tenais à en parler parce que
pour moi, c'est la base en fait de l'agriculture, du potager, etc. C'est connaître les plantes. Si on ne connaît pas, on utilise des livres, etc., des applications. Ensuite, on étudie ce que ça veut dire. Et ensuite, on fait des choses en fonction de ça. Donc ça, c'est une partie, parce que c'est la grille de lecture que nous offrent les plantes. Mais après, il y a tout un tas d'autres critères qu'il faut observer. L'ombre, le vent, etc., qui nous permettent aussi d'agir en fonction de ça. Et de ne pas faire un potager juste pour faire un potager, etc. Bon, après c'est très bien hein, quand on fait son potager et tout, ça sert à rien de se prendre le chou aussi en mode oui alors je pense que voilà, si on fait un petit potager de quelques mètres carrés quoi, il faut pas trop non plus faire de la branlette intellectuelle quoi. Mais en tout cas dès qu'on veut commencer à faire des choses à plus grande échelle et que on a envie d'avoir quelque chose de le plus réussi possible et d'être vigilant à ce qu'on fait et pourquoi on le fait, c'est des critères à prendre en compte, je pense. Voilà.